Allô, Hélène! Allô, Fred! Ah, on commence la nouvelle année différemment. Au lieu que je dise « Fred, ça va avec vous », je dis « Allô, Hélène! » Ah bah, c'est une bonne façon de commencer. Et la balado et l'année. Ouais, voilà. Cela dit, c'est plus... En fait, c'est la première fois qu'on se revoit en 2024. Il y a eu un épisode la semaine dernière, mais il avait été enregistré en 2023. Ouais. Alors, il compte, mais en même temps, il compte pas. Bah, c'est ça, à moitié. Cela dit, il paraît que ça vous a incité à aller en Gaspésie, le Absolument, spécial. j'ai écouté ça tout tranquillement dans ma cuisine, puis je me suis dit, mais que faire cet été? Pourquoi pas aller en Gaspésie? Ouais. Donc voilà, j'ai réservé... Et après ça, vous allez aussi aller l'hiver. Peut-être. Oui. On va commencer par l'été. Ça, on n'a plus d'hiver. Non, fini ce temps-là. Oui, l'hiver est de new summer, comme on dit. Non, faut pas. Comment ça va, Hélène? Ça va très bien, merci. Oui. Vous avez passé un... temps des fêtes malade comme tout le monde. Ouais. Hein, ça a l'air d'être... Oui, ça a été la norme. Ça a Ouais. été des petites vacances sous la couette avec du nez au citron. Et culturellement parlant, là, parce qu'on sait que... J'ai regardé Bye Bye comme tout le monde. Non, moi, j'ai pas regardé. Ah, OK. En fait, j'ai regardé jusqu'au sketch, je pense, des toilettes mix. Ah bah oui, Puis voilà. après ça, je suis allé lire. Voilà. Je trouvais que c'était mieux, un temps mieux utilisé. Non, mais... Non, mais vous étiez déprimé culturellement là, à la fin de 2023 quand même. Oui, là? j'avais retrouvé un J'étais inquiet. C'est gentil, mais j'avais retrouvé un petit élan aussi. Ouais. Ça allait mieux, notamment grâce à Triste Tigre Oui. de Neige Sino, qui m'a bien Mon amoureuse l'a lu. Et même chose. C'est ça. Ouais. C'est extraordinaire, Ouais, ce il livre. paraît. Vraiment. Je l'ai pas Puis lu encore. pourtant, sur quelque chose d'aussi compliqué Oui, et tout dur. à fait. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ah? Truc très dur, mais qui m'a enthousiasmé. Bon, mais ça va bien partir. Parce que là, faut quand même, avant de vous écouter, Hélène, j'ai pas vraiment d'idée de votre... Comme d'habitude, je me laisse une belle fraîcheur. Surtout que j'ai une grosse semaine. Je prépare cette grande soirée pour les gens qui écoutent samedi le 20. Ouais. Sachez qu'au moment peut-être où vous allez écouter l'épisode, je vais être extrêmement stressé sur la scène du Lion d'Or pour cette grande soirée aux donateurs et donatrices de la balado, à la communauté de la balado. J'ai bien hâte. Là. Ça fait plusieurs semaines qu'on est là-dessus et je vais enregistrer tout ça. Alors, ça se pourrait que ça se transforme en épisode, mais un épisode vraiment... spécial. For the happy few. Je ne vais pas offrir ça à tout le monde parce que c'est une soirée extrêmement spéciale, mais bon. Tout ça pour dire que c'est... Oui, et... on a des petites maladies de petits êtres attachants ici, fait que ça fait que je sais ça. Comme disait mon père, j'ai le trou de cul en dessous du bras. Ah oui, OK. Ah ben c'est imagé. On voit bien tout de suite ce que ça veut dire. Mais c'est un beau bras. Ouais. Ça veut dire, là on part, la grosse portion de la 6e saison commence, parce que là, c'est janvier jusque probablement la Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'ai très, très hâte. Je sais déjà un peu ce qui s'en vient, puis quelques épisodes. Ça va être passionnant. Mais là, je veux vous entendre, Hélène. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ben d'abord, bonne année! Hein? Bonne année, tout le monde! Bonne année! Bonne année! Moi, c'est ma première chronique de 2024 et je suis vraiment, vraiment contente de la faire parce que ça me permet un peu d'arriver comme une reine mage. Hein, je le féminise, pourquoi pas? Oui. Avec les bras chargés de cadeaux. Un seul cadeau, mais il va suffire. Vous allez voir. Hein, c'est fini, la fête. Non, mais on a le droit encore un petit peu jusqu'en janvier. Là, la fête des reines. La fête des reines, pourquoi pas? Mais ce dont je vais vous parler, c'est drôle parce que quand j'ai vu ce film dont je vais vous parler, j'arrêtais pas de penser à Fitzgibbon qui disait « c'est gros ». C'est très gros. Mais c'est exactement ça, très gros. En fait, ce film qui est en salle depuis hier, le 19 janvier, dans quelques salles comme d'habitude, ça n'a pas une sortie à la hauteur de l'impact du film. Mais je vous encourage vraiment, vraiment à aller le découvrir. Si vous êtes pris pour attendre qu'il débarque sur les plateformes, c'est pas grave, prenez-le quand il passe. Mais ce film-là, ne pas le voir, ça équivaudrait à rater votre année cinéma. Voilà, aussi simple que ça. Déjà? Ouais, déjà. Ah ouais, ça commence fort. Okay. 2024, il se passe quelque chose. Okay. Ça s'appelle The Zone of Interest, la zone d'intérêt, et c'est réalisé par Jonathan Glazer. En mai 2023, il est passé à un cheveu de la Palme d'Or. Finalement, il a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes, qui est la médaille d'argent un petit peu, mais il partage avec la Palme d'Or, Anatomie d'une chute, son actrice, l'Allemande Sandra Hüller. Mais là, ce Glazer, là, moi, je ne le connais pas. Mais c'est ça, évidemment. Je vais tout est prévu. Tout est prévu, vous allez voir. J'ai pas lu votre chronique, c'est pour ça. Là, excusez, je devance. Pas d'inquiétude, je m'occupe de tout, Fred. Vous inquiétez pas. Donc, cette incroyable actrice qui s'appelle Sandra Hüller et qu'on avait découvert il y a quelques années dans Tony Erdmann.
C'est assez rare qu'on ait des actrices allemandes qui nous arrivent, mais elle est vraiment à suivre. Elle va probablement faire des choses magnifiques dans les zones. Il y a Diane Kruger aussi un petit peu, mais française allemande, c'est pas clair, mais allemande, c'est vrai que Cour-le-Lacour avait marqué les esprits. Oui. Toni Erdmann aussi. Et maintenant, il faut compter sur Sandra Hüller, cette actrice incroyable. Donc, Zone of Interest, c'est pas juste un grand film, c'est un choc. Un choc qui marque une année, qui marque même une vie de cinéphile. Et je vais vous donner même un truc pour les reconnaître, ces films chocs, ces phares, ces moments de cinéma qui restent. Le truc, c'est la réaction physique. Parfois, l'opinion publique va désigner tel film comme un chef-d'œuvre ou comme un navet. Puis on ne sait plus trop à quel râtelier manger, qu'est-ce que je dois en penser. Il y a un truc auquel on peut se fier pour savoir, un truc qui ne ment pas. C'est comme les hanches de Shakira, c'est le corps. Non, mais c'est vrai, c'est le corps. Observez bien la prochaine fois que vous êtes dans une salle de cinéma, comment vous vous sentez physiquement. C'est un indice majeur. Moi, je m'y fie systématiquement et ça n'a jamais raté. Moi, absolument, j'ai mal au dos. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ah, vous n'êtes pas bien. Sauf au cinéma Beaubien. Oui, c'est vrai. On est bien aussi au cinéma du musée. C'est vrai. On est bien assis. Moi, je fais des blagues. Mais observez comment vous réagissez au film. Moi, c'est l'euphorie, le sentiment d'être aussi légère qu'une plume après n'importe quel film de Billy Wilder. La crise de larmes qui m'avait secouée 10 minutes après la projection de Children of Men d'Alfonso Cuarón. Les frissons sur les avant-bras avec les poils qui se dressent après Mommy de Xavier Dolan. J'en ai plein. Mais Zone of Interest, c'était plus inédit. Parce que pendant toute la projection, je me sentais oppressée. J'avais un poids sur la poitrine. J'avais l'impression de ne pas bien respirer. Et en sortant, j'ai eu un nœud dans l'estomac qui a remonté jusqu'à me mettre le cerveau en ébullition. Parce que c'est un film qui donne à penser. Et ça, c'est rare. C'est assez rare pour le souligner, en tout cas. Glazer, on y arrive. Je vous explique tout sur cet homme-là. On ne le connaît pas, ou en tout cas très peu, pas assez dans notre monde merveilleux médiatique. C'est pas une star, et pourtant, quel parcours, quel film. Il a commencé comme clipper. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais. Clipper. Ouais, réalisateur de clips. Un clipper. Il a travaillé avec Radiohead, avec Massive Attack, et il débarque en 2000 au cinéma en fracassant les clichés du polar avec un film qui s'appelait Sexy Beast, film de gangster, plein de tensions, où ils faisaient danser ensemble des hallucinations, de l'humour et surtout beaucoup de panache. 4 ans plus tard, il revient avec Birth, avec Nicole Kidman, qui est un mystère fantastique sur une veuve qui est sur le point de se remarier. Et chez le fils de son nouvel époux, elle trouve des traces, des réminiscences de son ancien mari. C'était très intriguant. Vite comme ça, là, peut-être que je vais trahir mon manque de culture cinématographique, mais est-ce qu'il s'inscrit dans l'héritage d'un David Lynch? Moins, peut-être. Moins pop culture, plus cérébral, plus abstrait. Et il va même radicaliser tout ça 9 ans plus tard, en 2013, avec un coup d'accélérateur qui depuis est devenu culte. C'est Under the Skin, toujours de Jonathan Glazer bien sûr, où Scarlett Johansson jouait une extraterrestre qui empruntait la peau humaine de l'actrice pour attirer tous les hommes qu'elle croise vers le néant. Come to me. When was the last time you touched someone? Ouais, j'avoue que c'est moins... là, je vais dire une énormité. Non. C'est un peu moins stucco que David Lynch. Exact, mais c'est exactement ça. On est plus dans quelque chose de vénéneux, de poisseux, d'atmosphérique. Déjà, avec ces 2 premiers films, on savait que c'était pas le premier tout nu venu. Mais là, avec Under the Skin, c'était la vitesse supérieure. Formellement, c'est hallucinant. On mélange, vous l'avez entendu, les textures sonores vraiment étranges, presque expérimentales. L'ultra-réalisme aussi, parce que c'est tourné à Glasgow. Et il a volé
des images de badauds. Comme si c'était un documentaire. Wow. Cette atmosphère vraiment macabre. Évidemment, un grand formaliste, ce Jonathan Glazer. Mais là, je vous connais, Fred, vous allez me dire, pas encore un petit génie de l'image avec que de la forme et pas de substance. Eh ben non, pas du tout, parce que derrière tout ça, derrière cet enrobage, Glazer, en fait, questionnait l'impossible devenir de l'humanité. Il est comme un entomologiste, presque à distance. Il observait la condition humaine, une condition qui est celle d'un prédateur, que rien ni personne n'empêchera de tout détruire. Voilà, c'est ce genre d'homme très optimiste sur le devenir de l'humanité. Mais Hélène, je fais une parenthèse encore. J'ai l'impression que l'aspect formel des films... Tu sais, quand Robert Morin est venu, dans son livre, il dit à un moment donné que lui, il a l'impression qu'on est peut-être allé au bout du potentiel narratif du médium cinéma. Est-ce que ça se peut que, dans le fond, la forme, c'est peut-être encore le dernier bastion d'exploration possible du cinéma? Probablement, mais quand on le charge de signification. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cinéastes qui vont faire de la belle image, puis qui sont très doués pour l'en faire, il n'y a pas de propos, mais qui ne comprennent pas que par la forme, on dit quelque chose. Une des phrases les plus célèbres de l'histoire du cinéma, c'est Godard. C'est quand il disait que le travelling est affaire de morale. Pourquoi? Parce que quand on fait un travelling... Il y a un regard sur ce qu'on filme. Oui, tout à fait. Puis lui, évidemment, et sur ce qu'on filme pas. Et sur ce qu'on filme pas. Et il y a quelque chose dans le geste de la mise en scène qui doit être chargé de sens. Sinon, on est dans la forme vide et assez peu intéressante. On est 10 ans plus tard, 10 ans après Under the Skin, et Jonathan Glazer, qui prend son temps et qui a bien raison, revient aujourd'hui avec Zone of Interest, où il se repose les mêmes questions. Il reprend les mêmes bases, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, mais il radicalise encore la forme et le propos. Et je vais vous faire entendre la phrase choc qu'il a trouvée et qu'il a répétée assez souvent pour décrire son zone of interest. Actions rather than their feelings. And also, so I didn't want to film it like a normal film because I didn't want to empower them or glamorize or fetishize, which is very easy to do. Just because that's what cinema is for, or that's the kind of bloodstream of cinema. So we needed to create a system which allowed us to look at them like goldfish in a bowl. Really, I always talk about it like Big Brother in the Nazi house. That was a sort of early way of sort of thinking about how we were going to make this film. And traduction? Big Brother dans une maison nazie. Voilà ce qu'il a voulu faire avec son Zone of Interest. Et pourquoi? Parce que le film entier se passe chez Rudolf Höss, un des commandants du camp d'Auschwitz, qui vit avec sa femme et ses 5 enfants, qui sont tous blonds comme les blés, harnachés de petites culottes en peau à bretelles. Et ils vivent où? Juste à côté du camp. La maison est magnifique, elle est très grande, elle est très bien entretenue, elle se prolonge par un jardin où Madame Höss fait pousser des magnifiques fleurs, où elle a installé une piscine, un toboggan, un paradis sur terre qui est séparé de l'enfer par un haut mur de pierre qui jouxte les baraquements, la cheminée de la chambre à gaz, les rails sur lesquels circulent les trains. Et constamment, Jonathan Glazer va juxtaposer la vie quotidienne des Höss avec des scènes d'une puissance mais terrifiante. On a par exemple celle où la femme, donc Sandra Hüller, cette fameuse actrice, montre son jardin dont elle est si fière à sa mère. Elle rit et elle déclare « Oh, on m'appelle maintenant la reine d'Auschwitz ». On en a une autre où on voit très rapidement un jardinier dont on devine que c'est un prisonnier on voit surtout sa silhouette, qui bêche la terre et on voit qu'il la nourrit avec un fertilisant qui vient du camp. C'est des sons aussi qui viennent constamment du camp d'à côté, rappeler ce qui s'y passe sans qu'on en voit jamais une seule image. On est avec les Höss dans leur maison, dans leur jardin, et tout ce qu'on sait de l'horreur à côté nous provient par des bribes. Évidemment, c'est déjà glaçant.
Mais ça prend une dimension encore plus troublante par la mise en scène. Et c'est drôle qu'on en ait parlé tout à l'heure parce que c'est exactement ça. Donc, le dispositif que Glazer a inventé avec son directeur photo, Łukasz Czal, qui avait fait les films Ida et Cold War de Paweł Pawlikowski, un Polonais. Oui, parce qu'il a quand même tourné avec des Polonais pour une histoire à Auschwitz. Ça aurait été plus malin. Donc, évidemment, ils n'ont pas pu tourner sur le site même qui a été classé patrimoine historique. On interdit toute nouvelle construction là-dessus, mais ils se sont déplacés à quelques kilomètres pour reconstruire très minutieusement la maison qui a vraiment existé et le camp. Et dans cette maison et autour du camp, ils ont installé 10 caméras de surveillance. Ah ouais. Sans équipe traditionnelle de tournage, sans direction d'acteurs ou d'actrices, sans scène saucissonnée, tournée dans le désordre, d'où cette idée du Big Brother dans un camp nazi. En fait, ils ont lâché les acteurs, les actrices dans le décor et ils ont enregistré à distance les mouvements, les discussions, les déplacements, en plan fixe, bien sûr, les caméras ne bougent pas, en utilisant des grands angles, donc avec des personnages un peu perdus dans le fond de l'image, en privilégiant des couleurs très limpides, comme ciselées par l'éclairage naturel, et du temps réel. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de montage dans les scènes. Les scènes sont montées entre elles, mais pas dans les scènes. Et on est constamment à distance. Et c'est exactement cette distance qui fait le film. Parce que déjà, la vie quotidienne de ce commandant d'Auschwitz, sans une seule image du camp, c'est terrorisant. Mais la mettre en scène comme ça, en l'observant sans artifice, en toute honnêteté, telle qu'elle, ça fait... En même temps, tel quel et pas tel quel. Non, pas tel... C'est ça qui est intéressant. C'est là qu'elle trouble. Mais ça fait remonter toute la densité de réflexion qu'il y avait déjà dans Under the Skin en allant même plus loin. Parce que oui, l'homme est un loup pour l'homme, mais ce que nous dit Zone of Interest, c'est que c'est quand on est du côté des puissants qu'on se déshumanise. C'est pas que l'homme est un loup pour l'homme par nature, c'est qu'il l'est si la situation lui profite. Et ça devient un film incroyablement pertinent aujourd'hui. Oui. Parce qu'on se doute bien que quand un type comme Jonathan Glazer fait un film sur Auschwitz, c'est pour nous parler exactement de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un film dont la richesse réflexive est hallucinante parce que oui, il y a cette idée de l'homme qui est un loup pour l'homme. Il y a aussi cette idée que plus on côtoie l'horreur, plus on y est désensibilisé. Ce qu'on vit tous les jours. Tout à fait, présentement. Exactement, en regardant les images de Gaza, où on finit par s'habituer. Où il y a un génocide, visiblement. Et que... Puis, en même temps, on se sent impuissant. Et ici, la vie continue. On a beau voir les images, que se passe-t-il ? Rien. C'est aussi encore ce film une réflexion sur comment les lieux les plus terribles, les plus atroces ont toujours eu besoin de travailleurs et de travailleuses pour les faire fonctionner. Hier dans l'horreur, aujourd'hui dans la mémoire. Il y a des gens qui travaillent à Auschwitz. Le film en prend compte d'ailleurs. On a aussi une illustration en film des théories d'Hannah Arendt sur la banalisation du mal ou de cette philosophe et sociologue qui s'appelle Gillian Rose, que Jonathan Glazer cite beaucoup. Je ne la connaissais pas, j'ai envie d'aller la découvrir parce qu'elle évoquait souvent l'idée d'une œuvre, un film, un roman, peu importe, qui pourrait nous faire sentir en danger en nous montrant comment nous sommes beaucoup plus proches émotivement et politiquement de la culture des agresseurs que nous le pensons. Et c'est un peu ce que réussit Zone of Interest. Et j'en rajouterais même une couche dans ce qu'il dit du monde. J'ai l'impression que c'est aussi une porte ouverte sur ce que la télé-réalité a fait de nous, ce film-là. Parce que ce dispositif du film, ces caméras qui enregistrent avec froideur, droit dans les yeux, pour laisser un réel se dérouler sous nos yeux, sans donner une seule clé de lecture, sans donner une seule indication de pensée, ça nous montre comment on s'est fait rouler depuis des années par la télé-réalité, ou ce qu'on nous a vendu comme tel. En fait, la télé-réalité médiatique, les Big Brother, elle monte, elle coupe, elle oriente le regard, elle oriente le discours, elle choisit pour nous ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à penser, et surtout, elle crée des clowns. Elle crée des énergumènes. Parce qu'évidemment, c'est ça qui est vendeur à la télé. Et ces clowns, quand ils comprennent comment ce cirque médiatique-là fonctionne,
eh ben, ils peuvent devenir présidents des États-Unis, par exemple. Mais le vrai réel, celui de la vraie télé-réalité telle que réimaginée par Jonathan Glazer, ben, ça donne à voir ce qu'il y a en dessous des masques. Ah ouais. Ça donne à voir la lâcheté, l'ignominie, l'idéologie. Et ce film qui est aussi fondamental que désagréable. Et c'est pas facile à regarder. C'est pas joyeux. Là. On sort pas de là de très bonne humeur. On mange pas de popcorn nécessairement. Ben, vous pouvez. Tu m'as dit, habituellement, je le finis pendant la bande-annonce. Enfin, je vais quand même acheter un. Vous pouvez, mais peut-être ça va vous rester sur le cœur. Il nous force à voir une vérité qu'on n'aime pas voir, qui est qu'on est au fond tous pareils. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants dans l'histoire. Il y a juste des hommes et des femmes qui s'adaptent à des situations. Voilà. Ouais. Et surtout, il m'a rappelé de faire cette résolution et de vous enjoindre à la prendre avec moi. Celle de toujours se méfier des images, surtout celles qu'on nous présente comme étant de la réalité. Ouais. Parce que je ne crois pas comme Bernard Raymond qu'il y a trop d'images, mais je crois qu'elles nous mentent. Ouais. Elles nous mentent souvent. Ben oui. Et ce sont peut-être elles qui sont le vrai danger pour la démocratie. Eh ben, merci Hélène. Bonne année, Fred. Je veux voir ce film. Ça commence... ça va être une belle année. Oh oui, ça va être une belle année cinéma. Merci Hélène. Marc-André Sabourin, bonjour. Bonjour. Là, on va faire l'annonce immédiatement. Le segment qui suit est du contenu commandité. C'est une pub. C'est une pub. J'ai eu un appel il n'y a pas si longtemps. Je disais, on va essayer. C'est pas la première fois que la balado fait ça, mais pour une série balado pour l'actualité, j'aurais pas pensé. Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites? On vous voit ici, évidemment. Oui. Vous êtes chef de bureau Affaires et économie à l'actualité. Exact. Et là, j'ai su, on vous en parle souvent, sûrement. Vous avez une infolette de 35 000... 36 maintenant, 36 000 lecteurs, 36 000 abonnés. On travaille fort. Oui, mais... Et on promet de l'argent. On promet un nanan, et le nanan que je promets avec dollar et cents, l'infolettre, c'est de l'argent. Les gens qui vont s'y inscrire, ma promesse que je fais, c'est que je les aide à économiser, à trouver un petit peu de sous. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Exactement. Ben, c'est très fort. Tu sais, quand tu as une infolette qui dit « Ouvrez ceci, vous trouverez 1 000 $ à l'intérieur. » Ouais. C'est beaucoup de travail, hein, une infolette. Oui, chaque semaine. Donc, chaque semaine, on a 3 articles originaux. À l'intérieur même de l'infolette, il y a aussi du contenu. Des liens, c'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas ici pour parler de ça. Vous êtes ici pour présenter une nouvelle série balado. Exactement, qui s'appelle aussi Dollar et Cents, le balado. Mais le déclic, pourquoi une série balado? Ben, en fait, ça faisait longtemps qu'on envisageait de faire du balado à l'actualité. On a essayé plusieurs façons par le passé, surtout des séries longues. Là, on avait le goût de faire quelque chose de différent. On fait du court. Chaque épisode de Dollar et Cents dure 5-6 minutes maximum. Et la promesse qu'on fait, c'est un épisode, une astuce. Quand je dis une astuce, c'est un truc pour économiser. Et ça va dans toutes les directions, autant des trucs pour économiser sur ses vêtements, à l'épicerie, un truc pour dénicher, par exemple, de l'argent dans ses REER qu'on a perdu. Ça arrive. Ah, ça arrive, ça? Ça arrive, oui. Okay. Et ça peut être beaucoup d'argent, d'ailleurs, qu'on peut perdre dans ses REER sans s'en rendre compte. Oui. Il est possible que vous cotissiez à vos REER et que vous ne receviez pas la déduction d'impôt à laquelle vous avez droit. Mais ça, c'est parce que vous avez un mauvais comptable. Non, ça peut être une erreur qui peut être due à votre banque ou encore même à l'Agence du revenu du Canada. Et la seule façon de le savoir, c'est de vérifier manuellement. Et j'ai fait un épisode qui explique comment faire ça en plus. On va l'en écouter pour donner le goût aux gens d'aller s'y plonger. Je lance, puis on commentera par la suite. Mon nouvel outil permet de suivre des cours de langue, d'apprendre à cuisiner, de regarder des films, d'entretenir votre voiture, de lire le journal Le Monde et même de faire votre arbre généalogique. Le tout gratuitement. Mon outil miracle, c'est un abonnement à la banque. Mais pas la banque QUE, la banque BANQ pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Rassurez-vous, pas besoin de visiter la Grande Bibliothèque à Montréal. Je le sais que c'est pas pratique quand on habite à Chibougamau. L'abonnement se fait en ligne et donne accès à des tonnes d'applications, peu importe où vous êtes au Québec. Donc, ça, c'est pas un épisode complet. Ça, c'est pas un épisode complet. C'est un extrait. Chaque épisode, dans le fond, est constitué d'un petit segment humoristique. Je suis pas humoriste, on essaye. Des fois, ça marche pas bien. Et ensuite, un volet conseil. Je confirme, c'est pas vrai.
Mettons, par exemple, cet extrait-là où vous suggérez aux gens de vous inscrire à la Grande Bibliothèque, la thématique. Le volet numérique de la Grande Bibliothèque. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de gens, évidemment, les gens à Montréal sont assez familiers avec la Grande Bibliothèque. Cela dit, tous les Québécois, toutes les Québécoises peuvent s'abonner au service numérique de la BANQ et ça donne accès à une foule de services. C'est vraiment négligé. Il y en a en fait pour des milliers de dollars. Oui. Avec la BANQ, vous n'avez même pas besoin de vous abonner à un média, en fait. Oui. Vous y avez accès via les services de la BANQ. On va écouter un autre extrait où là, on va peut-être explorer vos talents d'humoriste. Ah, j'ai faim. Qu'est-ce qui reste de bon dans le frigo? Pâté chinois, macaroni, le pavé de saumon. Moi, j'aime ça, les restes. Ceux de la veille, ceux de l'avant-veille, ceux de l'avant-veille. Je trouve que ça goûte l'amour, que ça sent. Oh non! Oh, ça sent la mort! Oh, c'est plus bon, ça! Quand les restes sont moisis, que le frigo est vide et que j'ai pas envie de faire l'épicerie, je fais comme tout le monde. Je vais au resto. Sauf qu'au lieu de commander ce qu'il y a sur le menu, je mange les restants du restaurant. Ça, c'est intriguant. Ça, c'est le fun. On aime ça, manger au resto. Oui, mais les restants, on le sait pas. Donc, ça, cet extrait-là s'inscrit dans un épisode. Exactement, un épisode qui parle de l'application Too Good To Go. Okay. C'est une application qui permet d'acheter à fort rabais, en fait, les produits invendus des restaurants. Okay. Donc, on l'ouvre, on voit les restaurants qui sont autour de chez nous et ils appellent ça des paniers surprises. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va avoir, mais on sait c'est quoi la valeur du repas qu'on va acheter. Okay. On se pointe et on peut repartir avec un plateau de sushi, avec une pizza, avec ce qui reste. OK. Et ça permet d'économiser. Puis ça, c'est une chose qui est importante avec $SN. Tu sais, les trucs de finances personnelles, souvent, c'est un peu moralisateur. Ça nous dit de... Paging Pierre-Yves McSween? Genre. Et c'est vraiment l'approche contraire qu'on fait. La promesse qu'on fait, c'est qu'on vous aide à avoir un peu plus d'argent dans vos poches. Ouais. Après ça, vous ferez bien ce que vous voulez avec cet argent-là. Vous voulez partir dans le sud, parfait. Vous voulez aller au resto toutes les semaines, parfait. Ouais. Nous, on vous donne des conseils, des trucs pour que ça vous coûte moins cher. That's it. Bon, combien d'épisodes? En ce moment, il va y en avoir 20 en fait pour la première saison. Et je peux dire en exclusivité qu'il y en aura 15 autres à venir au courant de l'année 2024. Votre parcours, vous n'êtes pas vieux? Non, je suis jeune. Fin trentaine? Ouais, genre 37. En préparant ce segment commandité, je suis allé voir un vieil article dans la presse en 2012. Ouf, j'ai peur. Où vous sortiez, je pense, d'un stage au Soleil. Oui. Et vous aviez remporté un prix de journalisme indépendant. Et vous parliez comment la pige vous interpellait. Oui, c'est vrai. Et que ça vous tentait pas d'être dans un contexte... salarié. Salarié de salle de nouvelles, de bureau, en fait. Et là, vous vous retrouvez à l'actualité. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes là? Dans une salle de nouvelles. Parce qu'à l'époque, vous faisiez déjà des piges pour l'actualité. C'est ça, l'actualité a longtemps été mon principal client. Et le Reader's Digest. Et le Reader's Digest aussi, un très, 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 très bon client qui est fermé, hélas. Je me rappelle à l'époque, dans le milieu, parce que j'en ai fait de la pige aussi un peu, les cachets du Reader's Digest étaient réputés pour être les plus élevés. Oui, par l'industrie. C'était super payant à écrire pour le Reader's Digest. Ils sont fermés aujourd'hui. Ils ont fermé aujourd'hui. mais la chose que les gens rient souvent du Reader's Digest, les mauvaises jokes. Rions un peu. Mais c'était un des médias les plus rigoureux au Québec aussi. C'était un des seuls médias qui avait vraiment un département de fact-checking. C'est-à-dire, moi, quand je soumettais mes articles, je devais soumettre mes enregistrements d'entrevue. Ils rappelaient les gens. Ils fouillaient, ils validaient chacun des chiffres. Vraiment, il y avait un travail de rigueur qui est énorme qui était fait pour raconter des histoires. Comment j'ai survécu à une attaque d'ours. Ça s'est perdu. Oui, c'est ça. Moi, je veux savoir aujourd'hui, évidemment, c'est pas le sujet de la présentation des capsules, mais il y a quand même une crise des médias. À l'actualité, comment ça va? Ça va bien à l'actualité, oui. Honnêtement, puis je bullshit pas. Là. Ça va sincèrement bien. Je veux dire, on n'imprime pas de l'argent. Il n'y a plus de médias qui font ça. Mais on fait nos frais. Ouais. Ça se passe bien. Le moral est bon. Ouais. On a plein de projets intéressants. On n'a pas licencié personne depuis longtemps. Ouais. Non, vraiment, l'air va bien. On a des abonnés payants. Ouais. Et ça, c'est très le fun aussi de savoir que les gens nous donnent volontairement de l'argent pour lire nos articles. On est dans le même bateau. Parce que une grande partie du financement de cette balado, c'est des dons. Ultimement aussi, ce que les gens qui donnent, ce que les gens qui s'abonnent à l'actualité, ils disent on accorde de la valeur à ce que vous faites. C'est ça, exactement. C'est le fun. Mais le journaliste en vous, comment
comment vous interprétez ce qui se passe présentement, ces mutations-là médiatiques? Ben moi, je varie entre des moments de désespoir et des moments de grand optimisme. Aujourd'hui, je me sens optimiste. Ouais. Ce que j'aime beaucoup à l'actualité, en fait, c'est qu'on a essayé au cours des dernières années de reprendre le contrôle. Et quand je dis reprendre le contrôle, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Alors, oui, comme n'importe quel média, on continue de publier nos articles sur Facebook pendant que c'est permis de le faire, sur Twitter. Mais au cours des dernières années, on a vraiment développé une approche de l'infolette. On est un des médias au Québec avec un mur payant, première des choses. Mais pour que les gens s'abonnent à l'actualité, il faut qu'ils se butent souvent au mur payant. Une fois, 2 fois, 3 fois. On donne 3 articles gratuits. À partir du 4e, ben là, on dit abonne-toi. Évidemment, si tu viens 3 fois sur le site de l'actualité dans l'année, tu n'auras pas le goût de t'abonner. Mais si on a une infolettre que tu trouves intéressante, comme $SN, qui t'amène à venir à chaque semaine, puis là, après 3 semaines, tu es là, j'avais le goût de lire l'article, mais je peux pas. Le mois d'après, même affaire, à un moment donné, tu vas finir par t'abonner. Mais ultimement, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu négligé au Québec encore, les infolettes. Il y a beaucoup de médias dans les dernières années qui en ont créé. Le Devoir le fait très bien, la presse en a ajouté, le Journal de Montréal s'y est mis aussi. Cela dit, c'est un des rares canaux qui nous reste où on n'est pas à la solde des géants du web, des géants numériques. Marc-André Sabourin, la série balado $SN, on peut la trouver où? On peut la trouver sur toutes les plateformes, excepté audio. Tiens. Mon Dieu, on a donc bien des points communs. C'est pareil. Wow! Mais bref, toutes les plateformes, 5 minutes par épisode. Et je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent dans un balado sur l'argent. Sérieux. Essayez-le. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Dernière question, je termine avec ça. Éventuellement, avez-vous l'impression, je sais que vous allez me dire non, mais qu'il va y avoir une série, peut-être dans 3, 4, 5 ans, où on va remettre en question le système économique? Parce que j'ai l'impression qu'on met de l'avant beaucoup de capsules pour faire sauver de l'argent aux gens et on a de la difficulté collectivement. Puis je parle dans l'univers médiatique aussi. Il doit avoir une réflexion sur le système économique actuel, je crois, qui va aller au-delà de comment on peut s'en sortir dans ce système-là. J'ai l'impression qu'il va falloir réfléchir vraiment à la racine même. Je suis d'accord. Ma réponse, c'est pas non. Ma réponse, c'est oui. Je veux dire, c'est bien beau les trucs, les astuces, les conseils pour économiser. Peu importe le nombre de trucs, le nombre de conseils pour économiser que je vais donner. Si vous n'avez pas un salaire décent, si vous n'avez pas un logement à prix raisonnable, si vous n'avez pas accès à des aliments abordables, si vous n'avez pas accès à l'éducation à prix abordable, tous ces conseils-là, vous allez quand même avoir de la misère à arriver à la fin du mois. Il n'y aura jamais assez de trucs, d'astuces, de hacks pour venir corriger les imperfections d'un système économique. Ça, c'est sûr et certain. On va y travailler à la longue. J'espère. Hey, merci. Je rappelle, c'était un segment commandité, mais je pense qu'on réussit à le faire autrement. Oui, c'est ça. Puis moi, aussi, en attendant de changer le système, il faut que je vive. Hey, merci. On a tous besoin d'argent pour vivre. On va aller écouter cette série, $SN, disponible sur toutes les plateformes balado, sauf audio, exactement comme la balado que vous écoutez présentement. Merci, Marc-André Sabourin. Merci, Fred Savard. Nicolas Giguère, bonjour. Bonjour. Je viens de partir en chemin. On parlait de voitures et de traversiers avant. Mais ça n'a pas rapport avec le numéro 191 de l'Aide québécoise que vous venez nous présenter? Absolument, oui, le numéro paru en décembre 2023. Ouais. Là, ce numéro-là présente une personne que je ne connaissais pas. C'est Anne-Hélène Clich, romancière, essayiste. Absolument. Et prof. Oui. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette dimension-là. Absolument. C'est presque, on pourrait dire, un numéro, je dirais pas pédagogique, mais il y a un peu de ça. Pour les personnes qui ne se connaissent pas, en effet, ils peuvent aller lire des textes du dossier, entre autres celui de Laurence Ouellet-Tremblay, qui est maintenant prof de littérature à McGill, qui a eu Anne-Hélène comme directrice et qui parle vraiment de son rapport, des chapitres qu'elle remettait. Et là, on est vraiment dans le quotidien. C'est quoi la relation avec un directeur, une directrice de thèse, remettre des chapitres, retravailler les chapitres. Alors qu'on pense que le chapitre est terminé parce qu'on y a mis énormément d'heures, de jours, de semaines. J'en ai écrit une thèse, c'est un exercice d'humilité. Oui, tout à fait. Je vais vous envoyer une question un peu piège. Je me considère comme un bon lecteur. Comment se fait que je ne connaissais pas Anne-Hélène Clich? Parce qu'en fait, aussi dans le milieu littéraire, disons, côté très institution, c'est clair qu'il y a des... C'est un peu de ma faute, là, j'en conviens. Mais
C'est une écrivaine aussi, qui a publié, par exemple, dans des maisons d'édition reconnues comme XYZ, puis même au Cartanier. Il y a des écrivaines aussi comme ça, clairement, qui sont pas pris, on pourrait dire, à bras-le-corps par l'institution. C'est-à-dire, pas que ce sont des œuvres mal aimées. On le voit dans le dossier, c'est une œuvre qui a été autant la pédagogue, la prof que l'écrivaine, essayiste, a été extrêmement importante pour plusieurs personnes. Par exemple, Sherry Simon, Robert Dion. Mais tout simplement parce qu'en fait, c'est des œuvres aussi qui ne s'inscrivent pas dans des modes, clairement dans l'air du temps. Que je pourrais dire, pour avoir évidemment parcouru le numéro, peut-être une œuvre un peu plus exigeante. En tout cas, moi, c'est sûr que ça m'a donné envie de lire Anne-Hélène Clich. Elle parle de sa pratique d'écriture qui lui donne accès à une certaine mystique. Elle inclut des éléments de la Bible, de la Torah aussi. Il y a le judaïsme a une importance, en fait, dans son inspiration. Absolument. La judéité, c'est extrêmement important. La psychanalyse aussi. C'est une spécialiste, en fait, de la psychanalyse littéraire. Donc, c'est clair, oui, en effet, c'est une œuvre aussi exigeante. Donc, si on veut lire, disons, une parole brute, viscérale, une écriture un peu joalisante comme on retrouve actuellement, puis on s'entend, je ne suis pas en train de dénigrer ça. Non, mais disons que c'est pas ça qu'on va trouver. C'est pas ça qu'on va trouver. C'est en effet une écriture, j'ai envie de dire, un peu circulaire. Donc, il y a beaucoup de symboles, de métaphores filées. La scripture aussi en tant que telle. On n'est pas dans la croyance. On parlait tantôt du judaïsme. Elle va chercher aussi cette espèce de quête de la mémoire. Oui, beaucoup. Du récit, mémoire individuelle, mémoire collective. Mais on n'est pas nécessairement dans la croyance en tant que telle. Religieuse. Non, on n'est pas du tout chez une autrice qui essaie de nous convaincre des bienfaits du judaïsme ou de nous convertir. On n'est pas chez Paul Claudel, loin de là. On le voit, en fait, quand on lit le dossier, quand on lit les personnes qui ont écrit sur Anne-Hélène ou l'entretien aussi mené par Mégane Desrosiers, on voit là, vraiment tout est pensé chez Anne-Hélène Clich. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Elle nous offre 2 autoportraits d'elle-même et il y a quelque chose j'ai trouvé touchant, entre autres, sur son enfance, parce qu'elle a un problème oculaire. Elle doit prendre le train. Elle est native de l'Abitibi. Native, je sais pas, mais je sais qu'elle a grandi en Abitibi. Puis elle dit comment les longs trajets de train pour aller à la clinique, souvent dans la même année, en fait, a animé son enfance. Et c'est un très beau texte, en fait, cet autoportrait. Il y en a 2, mais celui-là, il m'a vraiment touché. Ça revient aussi. L'Abitibi revient dans son œuvre, les trains aussi. Elle en donne même une dimension biblique. Elle déconstruit le mot Abitibi pour en faire une figure biblique. Je trouve ça intéressant, en fait. J'ai vraiment envie de lire Anne-Hélène Clich. Bon, évidemment, il y a une section création. J'ai beaucoup ri avec le texte de Sarah Berthiaume. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu ici, Nicolas Giguère, on en a parlé. Je lui avais demandé, les séances de dédicaces, c'est-tu le fun ou c'est pas le fun? Comment les auteurs et les autrices vivent ça? Et Sarah Berthiaume en fait un espèce de délire. Vraiment un texte qui m'a beaucoup fait rire. Absolument. En fait, c'est Mélika Abdelmoumen qui a donné carte blanche à Sarah Berthiaume, une dramaturge qu'on connaît bien. Ça donne un texte, oui. Elle a dit que non, on la connaît pas assez pour pouvoir lui demander de signer un livre. Elle dit personne lit du théâtre de toute façon. Ben, en fait, on rit, mais on rit jaune aussi. Parce qu'elle dit, par exemple, l'édition de théâtre, la lecture de textes de théâtre, le fait que, par exemple, des auteurs se présentent à des séances de dédicaces, pensent qu'il va avoir une foule. Il n'y a personne. Tout le monde attend de faire signer son livre de Simon Boulris. C'est ça, ou Patrick Sénécal, Brian Perrault. Mais je veux dire, quand on est littéraire, des fois, il y a des amis par pitié qui viennent nous voir. Hey, comment ça va ta séance? Super. Sinon, dans cette section création, il y a des textes de Philippe Young. Oui, absolument. Donc, une nouvelle qu'il a écrite. En poésie, on a Renaud Longchamp, dont le portrait a été capturé par Alain Lefebvre, notre collaborateur habituel. Un beau portrait de Renaud Longchamp. Des textes aussi fort intéressants. Donc, il nous parle, entre autres, de la relation au corps, à la maladie aussi. Renaud Longchamp, donc, souffert d'un cancer. Il s'en est remis, mais donc, chez Renaud, il y a toujours aussi, chez ce poète, en fait, des considérations liées, en fait, on pourrait dire presque à l'origine des espèces. Donc, c'est très scientifique. Moi, c'est un discours assez loin, on pourrait dire, de mes préoccupations, mais en même temps, vu que c'est loin, ça m'intéresse. Voilà. Véronique Grenier aussi, c'est un texte. En fait, elle inaugure une nouvelle chronique. Donc, essayiste en résidence, on sait dire, en fait, vu que l'essai aussi, c'est au cœur. C'est un genre qu'on porte vraiment, qui nous plaît, qui plaît à toute l'équipe. On s'est dit, mais on voulait offrir une tribune, donc essayiste en résidence à Véronique Grenier d'abord. Donc, elle va récidiver normalement en mars aussi. Elle va être là pour quelques numéros pour déployer une pensée. Section critique toujours très touffue.
Absolument. Donc, on est autour d'une trentaine de titres, comme toujours. On voudrait bien peut-être des fois l'augmenter aussi. Ben, là, c'est... quand même une trentaine de titres. Si on va être à la page, mettons qu'on a manqué les nouveautés ou les choses qui sont sorties. Je trouve qu'une trentaine de titres à chaque numéro, ça nous permet quand même de se faire une liste de ce qu'on veut lire ou non. Absolument. Annuellement, ça veut dire que c'est entre 100 et 120 critiques. Voilà. Et c'est tout moi qui les édite aussi. Donc là, c'est une question de moyens financiers. La revue, bien sûr, on paie les collaborateurs. On voudrait les payer plus, mais bon, on y va aussi à la hauteur de nos moyens, mais il faut que j'ai le temps aussi d'éditer aussi tous ces textes. Mais oui, donc un cahier critique, là, bien sûr, donc autour beaucoup de la rentrée. C'est la rentrée qu'on continuait de couvrir avec, du côté du roman, de la poésie, du théâtre. Sinon, la vie littéraire, autre section que j'aime beaucoup. Ben, oui, parce qu'en fait, là, ce qu'on a, c'est des chroniques, en fait, aussi de l'essai aussi, ça se poursuit. Oui. Des chroniques récurrentes. Un petit peu plus long. En fait. Un petit peu plus long aussi. C'est, disons, une pensée qui peut être dépliée, qui permet finalement d'être déployée aussi dans cet espace-là. Il y a un très beau texte de Catherine Voyer-Léger. Très beau texte. Absolument. Puis en fait, Catherine Voyer-Léger, dans sa chronique, c'est prendre la poussière. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère, en fait, elle décide, disons, de lire des livres qui se sont accumulés dans ses piles, comme on a tous. Moi, je veux dire, j'ai des piles, là, elle est probablement infinie, là, perpétuelle. Et dans le texte de Catherine Voyer-Léger, c'est le livre « Être ici est une splendeur » de Marie Dariussec. Qui est une excellente autrice. Aussi, moi, je me souviens d'avoir lu Truisme, qui est peut-être un de ses plus célèbres. Dans le cadre d'un séminaire, quand j'étais aux Pays-Bas à la fin du bac, j'avais fini mon bac là-bas et j'étais tombé sur quelque chose. Truisme, j'étais tombé en bas de ma chaise. Sinon, il y a qu'est-ce qu'on trouve aussi dans cette section? On a, disons, les chroniques récurrentes. Donc, Marc Fortier, qui continue, donc, éditeur chez Luxe. Qui rencontre un personnage de la Révolution tranquille particulier, un homme d'affaires qui fabriquait des supports. Parce que dans le fond, Marc discute avec cet homme-là, puis il se rend compte que c'est un homme d'un certain âge qui, lui, la Révolution tranquille était une question d'opportunité d'affaires. Puis il s'est dit, il va y avoir de nouveaux fonctionnaires qui vont devoir suspendre leur manteau. Alors, je vais fabriquer des scènes que je vais vendre au gouvernement. Et c'est comme ça. Mais en fait, c'est souvent dans ces chroniques, il parle souvent, disons, d'incongruité, d'absurdité. Et en même temps, il développe une réflexion très, très, très prégnante aussi, très caustique, mais sur justement ces absurdités. On a aussi dans Écrit-Dit-elle, donc qui est une chronique tournante, là cette fois-ci, c'est Christine Gosselin qui est connue pour des livres qu'elle a publiés chez Hamac, entre autres Larve de vie, où elle parle en fait de son rapport à l'écriture, c'est un peu ça, donc un peu cette chronique-là, définir, penser son rapport à l'écriture, mais elle en tant qu'autrice qui vit avec une maladie chronique aussi, qu'est-ce que c'est? Donc elle parle vraiment de d'où vient ce désir d'écrire et ça revient justement lorsqu'elle était enfant, ses premières hospitalisations. C'est vraiment, je trouve, un très, très beau texte dans cette livraison, une quête, je trouve, d'intériorité qui m'a beaucoup plu. Laura Dolpéan aussi, donc avec ses... Oui, sur la lecture à voix haute. Oui, vraiment. Donc, ça m'a donné le goût d'essayer ça le soir. Ben, moi, je pense qu'aussi, puis elle en parle dans son texte, puis moi, c'est une technique, je me souviens d'un écrivain aussi qui m'avait dit, par exemple, lorsqu'on écrivait des textes, de se relire à voix haute. Oui. Parce que c'est là aussi qu'on peut entendre ou vraiment... On fait jamais ça. Non, on fait jamais ça, parce que la lecture est devenue silencieuse depuis des siècles. Mais si on retourne aux origines de la lecture, dans l'histoire du livre, c'est une lecture à voix haute. Donc, ce numéro 191, on peut le trouver, comme toujours, dans les bonnes librairies indépendantes? Absolument. Par abonnement aussi, via notre site web. Est prêt, votre nouveau site? Bientôt. Écoutez, disons le côté marchand commercial, c'est-à-dire les abonnements, ça fonctionne. Ben oui, c'est toujours ça. Hein? Et bien sûr, le contenu papier, il est à jour. Voilà. Hey, Nicolas Giguère, merci. Toujours un plaisir, vraiment. C'est toujours... c'est dense, c'est même niché, puis c'est ça que j'aime. C'est ça qu'on doit offrir, je pense, souvent, et qu'on fait très peu ailleurs. Merci. Merci à vous. Alors voilà ce qui conclut ce 15e épisode de la balado. Premier épisode réellement en 2024. Comme je disais avec Hélène, les 2 épisodes en Gaspésie ont été enregistrés en 2023. Merci à Hélène
très, très hâte d'aller voir ce film Zone of Interest. Ça a été un épisode plus court, je l'avoue. Là, j'étais en pleine préparation pour la grande soirée du Lion d'Or. Très excité parce que ça m'a remis dans l'écriture de numéros, d'humour. Puis j'ai l'impression que ça va fleurir tout ça. Alors voilà. Évidemment, quand vous allez écouter l'épisode, ça risque d'être terminé. Mais je vais être très heureux. Ça a été une grosse soirée d'organisation avec toute la partie DJ par la suite. Mais ça va devenir une tradition, ça, j'en suis certain. Donc, c'est pour ça que cet épisode-ci est peut-être un peu plus court, plus alimentaire aussi, avec ce partenariat que j'ai tenté, qui va sûrement se reproduire avec l'actualité et d'autres publications comme ça. Je pense que ça fait différent aussi des pubs habituels qu'on peut entendre dans des balados. C'est une tentative, c'est un laboratoire, comme on dit, mais voilà. Alors, merci. Merci aussi, évidemment, merci aux gens de l'actualité pour la confiance. Merci à Nicolas Giguère d'être venu nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Et là, on va terminer... je vous dis tout de suite, avant d'aller en musique, la semaine prochaine, ça j'ai hâte, parce que ça fait quelques semaines, même, voire quelques mois que c'est enregistré. Ce sera un grand entretien avec Gérard Baudet, urbaniste, qui a publié un livre cet automne, Un Québec urbain en mutation, aux éditions Multimonde, et on a fait une entrevue passionnante, vraiment, sur l'histoire de l'urbanisme au Québec, sur le bâti, sur le construit, de la Nouvelle-France à aujourd'hui et avec toutes sortes de choses que j'ignorais totalement sur des quartiers entiers de plusieurs villes. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de ce livre-là, c'est qu'il ne parle pas seulement de Montréal, il parle de toutes les villes du Québec. Avec vraiment, ça a été une super rencontre avec Gérard Baudet. Donc, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait des longues entrevues avec des essayistes. J'avoue que cet automne, les essais m'ont moins passionné que par le passé. Il y en a quelques-uns qui m'ont attiré l'attention. D'ailleurs, on va en avoir, entre autres, le Capital algorithmique de Jonathan Durand-Folco et Jonathan Martineau. Ils s'en viennent au mois de mars. C'est une grosse brique. Ça m'a pris du temps à la lire. Mais voilà. Mais sinon, j'avoue que cette année, c'est pas la meilleure saison depuis que la balado existe pour les essais, mais celui de Gérard Baudet était passionnant. Alors voilà, ça va être ça la semaine prochaine. On termine en musique parce que je vous parlais du grand spectacle du 20 janvier au Lion d'Or. Ben, ça m'a permis de me replonger parce que Christian Vanasse va être là. Avec Christian, on a été ensemble dans les apartistes, mais avant ça aussi, on a fait beaucoup de radios communautaires à CISM et moi, j'avais tout numérisé, les 40 quelques cassettes qu'on enregistrait à l'époque pour se réécouter. Là, on parle de 95 à 98. Alors, je me suis mis à réécouter ça pour peut-être m'inspirer. Finalement, on peut deviner que tout ça a mal vieilli. Mais il y a des éléments à l'époque, à CISM, qu'on a développés et qui ont fleuri dans les apartistes. Mais ce que j'ai aimé, c'est me replonger dans la musique de cette époque-là, parce que, entre autres, une partie de ces émissions-là, vers la fin, c'est moi qui faisais les feuilles de route, qui mettais la musique, qui faisait la mise en onde, et je suis retombé dans cette musique-là qu'on faisait jouer à CISM, et le groupe qui va terminer, la chanson qui va clore cet épisode, c'est une chanson qu'on faisait jouer à l'époque du groupe Les Shérifs, groupe de punk rock français, originaire de Montpellier, actif principalement entre 1984 et 1999. Ils font partie de tout ce mouvement punk français avec Manon Negra, Parabellum, Ludwig van 88, OTH, les Négresses Vertes d'une certaine façon, bien que les Négresses Vertes n'étaient pas nécessairement punk, mais il y avait quand même un esprit punk. Et les Shérifs étaient dans cette mouvance-là. C'est tiré de l'album Allegro Turbo, paru en 1995. C'est la chanson Il y a quelqu'un. Puis c'est drôle avec cette semaine, cette annonce de Pierre Fitzgibbons d'Hydro-Québec qui va permettre une partie de la privatisation de la production d'électricité. D'ailleurs, Godefroy va se mettre sur le dossier. On s'est parlé aujourd'hui. Ça ne sera pas sa prochaine chronique parce qu'elle est déjà faite, mais ça va être l'autre. Il va avoir le temps. Ça va être au mois de mars. Il va avoir le temps de s'y plonger. C'est drôle, j'ai écouté cette chanson-là dans les derniers jours, puis il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a des liens que j'ai faits. Alors voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer ce 15e épisode. Et j'espère que, je croiserai quelques-uns d'entre vous ce soir au Lion d'Or pour cette grande soirée qui deviendra une tradition. Alors ceux qui n'ont pas pu être là, vous allez pouvoir vous reprendre. Voilà,
Hey, bonne semaine tout le monde. Et on se laisse avec les shérifs. Il y a quelqu'un. Ce matin, j'ai eu